Effectivement, on a déjà à 16 piges un candidat à la victoire dans la catégorie LMP2. Et donc c'est numéro 23 qui a 2 dixièmes d'avance sur la Cool Racing numéro 37 que Yifei pilotait tout à l'heure. Qui maintenant... Yifei, c'est drôle ça, hein. C'est oui. facile à dire. Bon, Yifei. Ça se dit, hein, pas de problème. Et la numéro 38 en troisième position du Jota Racing avec Will Stevens notamment au volant, puis c'est l'équipage avec Roberto Gonzalez et Antonio Félix da Costa. Là on est sur un trio assez costaud et qui est pour l'instant en troisième position, mais de toute façon c'est, comme on peut s'en douter, très serré dans cette catégorie LMP2. Du côté des GT, on l'a dit tout à l'heure, Corvette domine avec la 64 menée par Nick Tandy notamment, Tommy Milner et Alexander Sims, équipage britannico-américain. Un peu mécanique là du côté de j'ai l'impression qu'on est en train de régler la barre anti-roulis arrière, donc un petit réglage simplement pour apporter un peu de précision au train arrière. Alors est-ce qu'il y a trop de train arrière ou pas assez? En tout cas, on est en train de régler cette chose, ou peut-être la hauteur de cage, difficile de voir d'ici. Et on a mis Nicolas Lapierre au volant pour ses 15e 24 heures du Mans. On l'a dit, c'est le pilote qui peut faire sur un tour la différence. Donc là, pour le coup, on va surveiller très attentivement les chronos de Nicolas Lapierre, parce qu'on va voir là, effectivement si l'Alpine a progressé. Oui, on va le voir, et puis surtout que maintenant, de toute façon, il n'y a plus personne ne va cacher son jeu, parce que la BOP a été changée, donc on ne va pas la changer de nouveau. Donc effectivement, on va voir, en espérant que l'Alpine pourra jouer avec ses petites camarades en hypercar. Il y en a qui espèrent changer la BOP, c'est Miguel Molina et les gens de la F Corse, parce que pour l'instant les Ferrari sont encore à la traîne dans cette catégorie GT Pro. Elles sont à plus d'une seconde et demie, quasiment 2 secondes pour la 52 et la 51 par rapport au chrono de référence de la Corvette de Nick Tandy. 6 dixièmes de mieux que la Porsche numéro 92 du trio Christensen, Estre, Vanthoor, Lorenz Vanthoor, parce que Dries Vanthoor est en P2. Pro, ça fait mal, hein. Les deux Ferrari qui ferment la marche, effectivement. Et pas qu'un peu en plus, c'est pas comme si c'était serré. James Calado au volant actuellement de cette numéro 51 victorieuse à Spa et tenante de titre. Dont on a changé le moteur hier. Et donc par rapport à l'année dernière, on a changé un pilote surtout, puisque Pierre Bouillet et Calado, ce sont les pilotes à l'année, entre guillemets, mais on a rapatrié Daniel Serra, le Brésilien, pour remplacer le Français comme le Dogard, qui avait remporté la victoire l'année dernière avec le Britannique et l'Italien. Et comme le Dogard qui a retrouvé refuge du coup dans la Ferrari numéro 59 en GTA du Inception Racing. La frustration qu'on imagine pour comme le Dogard de passer de l'équipage gagnant de l'écurie officielle Ferrari à une Ferrari client avec un rookie et un qui fait sa deuxième participation. Je pense que l'année dernière, il a dû faire quelques erreurs, ou peut-être n'était-il tout simplement pas dans le rythme, parce qu'en général, lorsqu'on a un pilote pro, on le garde, et si on le met avec des clients, c'est qu'il y a eu un souci. Comme le Dogard qui avait fait ses clashs chez Porsche, hein, dans les Carrera Cup notamment. Ryan Briscoe qui vient d'améliorer le chrono de la Glickenhaus et qui passe en 3e position. Absolument, 3:28.073 à 1 seconde 3 quasiment du temps de référence de la Toyota numéro 7. Ça y est, on se réveille chez les Américains. On se réveille, ça veut dire aussi que la piste est assez rapide. Donc on va continuer de regarder les chronos de notre Alpine, qui se retrouve du coup en 4e position. Exactement, avec juste donc cette numéro 708 de Romain Dumas, Olivier Plat et Pipo Derani, un peu plus long. C'est d'ailleurs petite... Non, je vous donnerai plus tard l'information que j'avais sur Pipo Derani, c'est pas pressé. Allez, non, c'est pas pressé. L'information. C'est pas pressé, suivons déjà
Michael Christensen, le Danois qui va tenter, une seconde finalement de perdre dans le dernier secteur pour la Porsche numéro 92 qui n'améliorera pas le chrono de la Corvette numéro 64. Important de rester bien actif et les muscles chauds chez les mécaniciens. Typiquement japonais. Alors c'est vrai que les mécaniciens eux-mêmes ne sont pas japonais, mais c'est vrai qu'on a toujours vu les japonais, même dans l'avion, qui des fois font des séances. Oui, ça s'est tapé là entre la Prema numéro 9 et la Garde numéro 47 au niveau de la deuxième chicane des Hunaudières. Pas très cool hein, de la part du pilote de la voiture qui était à l'intérieur. C'est Robert Kubica en l'occurrence qui est allé frotter d'un peu trop près avec qu'est-ce qui est dans un 47, c'est John Falb l'américain. Oui, et ben j'ai trouvé cette manœuvre un peu limite parce qu'il a dû se rendre compte dans la voiture qu'il n'était pas encore passé et donc il aurait pu rester tout simplement un peu à l'intérieur et laisser la place à l'autre. Est-ce qu'on n'aurait pas un Robert Kubica un petit peu nerveux parce qu'on rappelle que l'an dernier, Robert Kubica, il était à un tour de gagner Le Mans dans la catégorie LMP2. Je suis d'accord, mais enfin c'est pas en mettant des coups de roue en essai libre que ça va s'améliorer. Ah non, mais ça c'est une évidence. Mais effectivement, bon, il est partie de cette équipe WRT avec Louis Deletraz d'ailleurs, qui était également dans cet équipage-là. Ils sont tous les deux dans cette numéro 9 de chez Prema. Et effectivement, Robert Kubica qui disait à nos confrères de motorsports.com, je suis au Mans parce que je n'ai pas gagné l'an dernier. Donc l'idée de Kubica c'était je viens, je gagne, je m'en vais. Oui, bah, des fois ça se passe pas comme on veut. Hein. Le Mans, Sébastien Bourdet qui disait, je crois, cette épreuve choisit souvent son vainqueur. C'est beau, non? Le Mans choisit son vainqueur, bon, c'est la phrase classique ça. C'est pas que Sébastien Bourdet qui l'a dit celle-là. Ah bon, d'accord. Ah, une Toyota. Oui, la numéro 8. Pareil, sortie d'Indianapolis, me semble-t-il. Eux, c'est absolument là, entre Indianapolis et Arnage, Ryo Hirakawa, au volant de cette Toyota numéro 8 qui avait connu des soucis de fiabilité. Eh bien, du côté de Spa-Francorchamps. À nouveau, un souci de fiabilité. Alors, je vois pas mal de gravier derrière la voiture, mais il me semble que ça, c'était suite à des sorties de route précédentes. Oui, parce qu'effectivement, il y a eu celle de notre pilote réunionnais Richard de Gérus tout à l'heure sur la Duquesne. Donc c'est pas impossible que ce soit des graviers qui étaient restés là, mais surtout, qu'est-ce qui se passe pour la Toyota numéro 8 ? Ah oui, regarde, pas encore paniquer dans le box Toyota, mais effectivement, après la panne de défaut de fabrication officiellement d'une pièce du système hybride à Spa-Francorchamps, ça repart du côté de Ryo Hirakawa. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On va avoir la réponse. Ah, vous voyez, ça arrête, elle se gare tout simplement. Alors, dans ces cas-là, bien souvent, on fait un reset de l'ordinateur. Oui, c'est peut-être après la même électronique, effectivement. Ça ressemble à ça, hein, puisqu'on voit les phares qui s'éteignent et qui se rallument à un moment, c'est-à-dire qu'il a éteint le contact, qu'il l'a remis. C'est des voitures où il y a énormément d'électronique, hein, et comme tous les ordinateurs qu'on utilise à longueur de journée, de temps en temps, il y a un bug, on l'éteint, on le frappe sur le bureau et ça repart. Ah non, mais pas besoin de frapper, c'est je débranche, je rebranche. Ça marche ou pas? Là, je le frappe sur le bureau. Ah oui, d'accord. Ah oui, ça marche toujours mieux, non? Mais vous achetez combien d'ordinateurs par an, projet Eric? Non, c'est plutôt mes téléphones avec lesquels je fais ça. Il y en avait un qui a traversé tout le salon et qui est arrivé dans la baie vitrée, et alors lui, il marchait plus du tout. Est-ce que la baie vitrée marchait aussi? En tout cas, il rentre sagement au stand du coup, Ryo Hirakawa. Oui, ça n'a pas l'air de fonctionner très vite. Après, le principal pendant la course, c'est de pouvoir rentrer au stand, hein, parce que là, on peut intervenir. On rappelle que si la voiture est arrêtée à l'autre bout du circuit, le pilote doit se débrouiller tout seul. C'est vraiment plus compliqué. Là, en l'occurrence, il a fait son reset, il est reparti à vitesse modérée. Et il va pouvoir rentrer au stand pour analyser un petit peu ce qui s'est passé. On vous donnera évidemment l'information dès qu'on l'aura. Comme quoi, quand même chez Toyota, on n'est pas serein. Hein. Ah mais clairement, il y a, je pense que depuis
l'histoire de Spa, alors il y a eu l'accident de José María Ouais, Lopez ça, c'est à autre chose. Sebring, mais ça c'est autre chose. Mais effectivement, ça a été un espèce de rappel un petit peu brutal que ça peut arriver, les casses mécaniques, parce qu'ils ont eu une première année avec leur hypercar en 2021 qui s'est déroulé comme sur des roulettes. On se disait justement l'année dernière, ah on n'a pas fiabilisé encore la voiture chez Toyota, elle est toute nouvelle, donc Alpine avec sa voiture Rébellion rebadgée, sa LMP1 qui a été fiabilisée, qui a roulé beaucoup, forcément ils ont cet avantage-là, et puis finalement rien du tout. Toyota a fait 24 heures quasiment sans aucun souci. Et puis là, petite casse mécanique, un petit défaut de fabrication sur une pièce du côté de Spa. Et puis là, rebelote. Alors tiens, il y a une slow zone au niveau de la ligne de départ arrivée. Pourquoi donc? Alors, on a ramené la Duquesne. Oui, elle a mal la Duquesne. Hein. Ah oui. Elle a très mal cette Duquesne. Avec Jeanne Légérus, effectivement, le tout jeune réunionnais qui ramène la voiture à pied de son côté. C'est pas lui qui a ramené la voiture. Hein. Non, mais évidemment, mais qui est venu à pied à côté de la voiture. Vous m'avez compris. Alors qu'on va mettre les skates en dessous de la Toyota numéro 8, ce qui veut dire qu'on va la rentrer au stand. Évidemment, et ça confirme un petit peu les propos que nous donnait Sébastien Buemi il y a quelques jours, quand on avait été le voir mardi. Il y a moins de sérénité du coup chez lui, en tout cas chez le pilote suisse, même si dans l'état-major Toyota, on ne veut surtout pas évidemment penser au retour de la poisse, au retour de ce genre de choses qu'ils avaient eu et à très grosse dose par le passé. Mais effectivement, c'est un petit rappel que tout peut se passer, effectivement. Oui, difficile de comprendre, en plus j'imagine qu'ils ont des codes pour parler des erreurs qu'ils ont sur le tableau de bord. Ouais, parce qu'effectivement, il disait qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnait pas, j'ai pas entendu avant le is not working. Et il a toujours un message sur le tableau de bord. Oui, donc on en revient effectivement à un potentiel souci électronique du côté de la Toyota numéro 8. Et puis on rappelle chez Toyota quand même, ils ont une voiture extraordinairement complexe par rapport au reste de la concurrence avec ce système hybride qui n'est actif cette fois-ci qu'à 190 km/h, contrairement à l'année passée où il était à 120 km/h. Donc Pascal Basson qui nous confiait, et Eric vous allez me le confirmer, que finalement c'est plus de complexité et donc potentiellement de casse mécanique que un véritable avantage sur la piste. Alors c'est même devenu un désavantage, oui, parce que d'avoir 4 roues motrices à partir de 190, ça ne sert plus à rien, parce qu'évidemment les 4 roues motrices sont importantes en sortie des virages lents. Là où une voiture de roues motrices va patiner, la 4 roues motrices, elle, va vous sortir du virage. Là, 190, il n'y a plus de patinage. Donc en fait, ils emmènent tout un tas de pièces qui sont en mouvement, qui ne servent plus à rien, et qui surtout peuvent les mettre en panne. Donc on a vu certaines années la Toyota complètement démontée, tout l'avant sorti, le pédalier sorti, même la direction sortie, simplement parce que leur système de récupération d'énergie à l'avant avait eu un souci. Tout ça ne leur sert à rien, c'est même du poids en plus. Donc effectivement, la technologie choisie par Toyota il y a quelques années était bonne avant, elle l'est beaucoup moins aujourd'hui. Et oui, surtout qu'effectivement, cette réglementation commune avec l'IMSA, cette fameuse LMDH qui a été créée pour amener des constructeurs supplémentaires du côté du Mans, elle a été mise en place un peu au moment où le projet Hypercar de chez Toyota était déjà très avancé. Et fatalement, il n'y avait pas beaucoup de retour en arrière possible. Il n'y a plus de retour en arrière, et c'est vrai que dans le futur, il n'y a bien que Peugeot qui a choisi aussi cette même réglementation, très compliquée et très chère, alors que tous les autres constructeurs arrivent en choisissant finalement de développer uniquement leur moteur et leur carrosserie. C'est pour ça que du côté de chez Toyota, on est absolument ravis de l'arrivée de Peugeot dès Monza le mois prochain, parce qu'effectivement,
cette balance de performance, pour eux, c'est assez terrible d'avoir dépensé autant d'argent pour faire une voiture aussi complexe et aussi performante et qui est bridée de partout. Ah, clairement, là, on va rentrer dans de la politique à partir de l'année prochaine. Ah oui, là, parce que sûr. chaque Même à constructeur, partir du mois prochain. à partir du mois prochain déjà, alors bon, je pense que Peugeot, ils vont accepter peut-être d'être un peu dominés par Toyota, en tout cas dans un premier temps. Donc ils vont peut-être pas tout de suite crier au scandale en disant que la BEP n'aurait pas favorable. Non, mais dès la première course de 2023... Dès la première course de 2023, je pense que là, on va assister à des briefings entre les différents protagonistes qui seront, à mon avis, restés secrets. Parce que là, ça va être des discussions à n'en plus finir. Et j'aimerais d'ailleurs pas être à la place de la personne qui va calculer et qui va mettre en place la BOP, parce que alors, ça va être sacrément compliqué. Ah bah déjà, j'aimerais pas être à sa place maintenant. Déjà maintenant, oui, c'est vrai, mais bon, on a vu que même si Alpine est effectivement pas logé à la bonne Oh bah encore la WRT32, pardon, je vous interromps Eric, mais au même endroit que tout à l'heure, en plus à Arnage, si je vois bien. Ah non, c'est au bout des Lunaudières, pardon, c'est à Mulsanne. Oui. Un peu avant. Ouais. Alors est-ce qu'il n'y a pas un souci de frein sur cette auto? Parce que quand même, là il a été vraiment loin, il n'a même pas été dans le bac à sable. Et c'est encore raffiné chez le Suisse, le même pilote qui a fait l'erreur tout à l'heure. Il faudra peut-être qu'il descende de la voiture pour se calmer un peu parce qu'il va finir par la casser. Ce serait un petit peu ballot effectivement pour le Suisse 44 ans qui a fait sa première participation l'année dernière au 24 heures du Mans du côté de Porsche en GTAM en plus, donc là il découvre la P2. Ah, c'est pas la même chose, hein, clairement. Une GT au Mans ça va très vite, une LMP2 ça va excessivement vite. Quant à l'hypercar là, c'est vraiment un truc de professionnel. C'est ça. Bon, après, c'est un pilote qui a quand même de l'expérience sur les courses de 24 heures. Il a gagné Daytona dans sa catégorie 2 fois.